Oui, t'enchaînes, quoi. Hein? c'est ça. Bon, bonjour Ouais. à toutes, bonjour à tous. Bon, comme l'a dit Christelle, si vous êtes venus d'horizons différents, sachez qu'il n'y a pas besoin de prérequis pour assister à la conf. On n'a pas besoin d'avoir de connaissances particulières sur le sujet. On va reprendre les fondamentaux ensemble. Moi, je suis ravi de passer cette demi-heure, allez, on va dire 40 minutes avec vous pour discuter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, donc les chondroprotecteurs. Alors, un petit mot de présentation sur mon parcours et ce qui m'amène ici avec vous. Donc, moi, je suis vétérinaire depuis une dizaine d'années. J'ai un diplôme d'école de médecine interne et d'urgence soins intensifs avec une option en dermato. Et j'ai appliqué assez vite dans ma pratique les principes de la médecine intégrative. Ce qui m'a amené très rapidement à déployer on va dire un arsenal thérapeutique un peu complémentaire de celui qu'on a l'habitude de croiser. J'ai une passion pour la gériatrie et la rhumatologie et cette passion m'a amené tout naturellement à me poser la question de pourquoi les chondroprotecteurs étaient victimes d'une telle chasse aux sorcières. Alors, j'espère que vous voyez toutes et tous bien mon PowerPoint qui est affiché à l'écran. Si vous avez des problèmes de visibilité, vous n'hésitez pas à me le dire. On a eu un peu de mal à faire mieux, mais normalement, c'est à peu près lisible. Voilà. Donc, pourquoi j'ai choisi ce titre un peu marquant de chasse aux sorcières? C'est parce qu'en fait, très rapidement, au cours des lectures que j'ai pu faire, je me suis rendu compte qu'on avait mis au banc de l'arsenal thérapeutique contre l'arthrose et toutes les affections ostéo-articulaires cette famille de compléments alimentaires. Et on va essayer aujourd'hui de voir pourquoi, sachant que pour la petite histoire, je vous ai mis une illustration, c'est un couteau sacrificiel qui a été retrouvé et qui fait partie de l'arsenal qu'utilisaient à l'époque les chasseurs de sorcières. Alors, c'est un extrait de l'histoire qui a été repris dans le super livre de Mona Chollet sur le mythe de la sorcière et qui reprend qu'en fait, on avait à l'époque, jusqu'au XVIIe siècle, des camarillas, c'était des sortes de milices qui étaient liées de manière très obscure avec le pouvoir en place et qui avaient pour mission de faire la chasse non seulement aux détentrices de ce savoir on va dire phytothérapeutique, parce que les sorcières manipulaient ni plus ni moins que les données tirées de l'usage ancestral des plantes. Et en fait, on avait pour objectif de détruire non seulement les messagères, mais aussi le message. Alors, je ne sais pas vous, mais en 2025, on a un peu du mal à imaginer ce qu'ils pouvaient bien faire de ces instruments. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'ils ne l'utilisaient ni pour ouvrir leur courrier, ni pour faire des ciseaux à cuticule. Donc, en 2025, pour éviscérer un sujet médical, on n'utilise heureusement plus ces outils, ces ciseaux à poisson. On utilise d'autres armes qui sont beaucoup plus redoutables et pernicieuses. Ce sont les méta-analyses. Et je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, avec l'analyse de quelques méta-analyses, comment ça fonctionne. Alors, au départ, je voudrais repartir de la définition pour qu'on soit toutes et tous d'accord sur ce dont on parle. On parle aujourd'hui des chondroprotecteurs et ils ont une définition qui appartient à un ouvrage de rhumatologie de référence, dont la 2e édition statue que les chondroprotecteurs sont des substances, que ce soit des médicaments ou des compléments alimentaires, qui ont pour objectif de protéger non seulement la santé, mais aussi la fonction des articulations. Et pour cela, en fait, l'agent protecteur va avoir plusieurs rôles à jouer et principalement via ses métabolites d'ailleurs. Ce n'est pas lui en tant que tel qui va les exercer, c'est plutôt les métabolites. Et en fait, comment ça va fonctionner? En fait, le chondroprotecteur, il va chercher à apporter des facteurs nutritifs clés dans la santé articulaire. Et je vous l'ai montré dans la petite illustration. On a plusieurs axes. Le premier, ça va être de réguler l'expression génétique des chondrocytes et des fibroblastes, en lien avec évidemment la physiologie articulaire. En gros, les chondroprotecteurs vont venir chatouiller les cellules articulaires pour les pousser à fabriquer les macromolécules dont elles sont capables d'assurer la synthèse. Alors, on va citer bien sûr l'acide hyaluronique, le collagène et l'élastine, ça c'est bien connu pour les fibroblastes. Et pour les chondrocytes, on va bien sûr penser à toute l'architecture de la matrice extracellulaire avec les protéoglicanes qui la constituent. Les chondroprotecteurs sont également capables de moduler l'environnement inflammatoire articulaire, alors par le biais de nombreuses cytokines, et en impactant aussi la voie COX-1 et la voie COX-2 qu'on manipule beaucoup plus en thérapeutique allopathique. Et enfin, et ça on le sait un peu moins, les chondroprotecteurs sont aussi capables de moduler les enzymes de dégradation du cartilage. On sait de plus en plus
aujourd'hui que ces enzymes, elles ont un comportement qui peut être notablement perturbé lors de phénomènes inflammatoires chroniques articulaires. Les macrophages, notamment, jouent de gros rôles là-dessus et on a démontré qu'ils étaient capables de se déréguler lors de progression naturelle d'arthrose. Et les chondroprotecteurs peuvent venir remuseler ces enzymes qui sont extrêmement destructrices lorsqu'elles sont laissées l'abri de coups. Et toutes ces fonctions-là sont principalement celles des glucosamines et chondroïtines dont on va parler aujourd'hui, mais peuvent s'extrapoler à quelques degrés de différence vers les autres chondroprotecteurs qu'on n'abordera pas forcément aujourd'hui. Les principales fonctions retenues de ces chondros sont donc de réduire les douleurs articulaires, de réduire les dégradations articulaires, ça on peut l'objectiver avec l'imagerie bien évidemment, mais aussi et surtout j'ai envie de dire que le facteur le plus signifiant d'évaluation de l'effet des chondroprotecteurs, c'est peut-être celui de la synovite, parce que la synovite, c'est un marqueur clinique qui revient souvent dans les études, et aussi c'est ce qui est finalement le plus douloureux lors d'arthrose, puisque la distension de la capsule met en jeu les terminaisons nerveuses qui sont très nombreuses à cet étage-là et qui entraînent la majeure partie de la symptomatologie de l'arthrose. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours, j'espère que oui. On continue. Alors, voilà, maintenant, parfait. Maintenant qu'on s'est mis d'accord sur cette définition-là, on va passer dans le vif du sujet et je voudrais aujourd'hui me consacrer plus particulièrement à la glucosamine et à la chondroïtine pour lesquelles tout s'est arrêté en 2008. Alors moi, j'ai fait mon école, j'ai commencé l'école en 2007 et dès que j'ai commencé la chirurgie, on nous a tout de suite mis à l'aise avec ce sujet en nous disant que gluco et chondro ne servaient à rien. Et pour baser ce discours, on nous a présenté cette méta-analyse qui venait de sortir à l'époque et qui est issue d'une méta-analyse d'Humaine dans un journal relativement influent et qui faisait partie d'un suivi de cohorte qui s'appelle GATE. La cohorte s'appelle GATE. Et en gros, ils ont suivi des patients humains qui étaient atteints de gonarthrose, donc d'arthrose du genou. Et je vous ai extrait en bleu la conclusion qui est littéralement un coup de hache et qui s'appelle donc l'étude GATE et qui dit « montre également l'absence d'un effet cliniquement significatif de la glucosamine, de la chondroïtine ou de leur association sur l'évolution de l'espace articulaire du genou. » Bon, si on s'arrête là, c'est une conclusion sans appel. Il faut savoir que cette méta-analyse, c'est l'une des plus grosses méta-analyses qui est sortie en humaine à cette époque-là, et elle a été suffisamment influente pour que la sécurité sociale française s'en serve pour justifier le déremboursement des chondroprotecteurs qui, à l'époque, faisaient partie d'une classe thérapeutique qui s'appelait les anti-arthrosiques d'action lente. Il y en a d'autres à l'intérieur, mais en tout cas, ceux-là étaient les chefs de file. Et donc, la Sécu a déremboursé ces traitements. Donc, on aurait pu imaginer que c'était un coup d'arrêt terminal pour finalement cette famille-là qui pourtant a des intérêts, on va le voir un peu plus loin. Alors moi, j'ai eu la curiosité presque journalistique, on va dire, d'aller essayer de voir plus en détail ce que dit cette étude. Et ce que dit cette étude, c'est assez surprenant. C'est une étude qui n'est pas très longue, elle fait 5-6 pages, elle est vite lue, et il y a un petit paragraphe à la fin qui signale qu'à l'intérieur du groupe de patients qui présentaient des douleurs modérées à sévères, 80% presque d'entre eux ont montré un soulagement de la douleur statistiquement significatif, c'est-à-dire en gros plus de 20% d'amélioration du score de douleur entre le début et la fin de l'étude, par rapport au placebo. Ça veut dire qu'en prenant des chondroprotecteurs, ils ont fait mieux que le placebo. Bon, on pourrait se dire que ça, c'est quand même intéressant de le noter. Ce n'est pas si tranché que ce que pouvait sous-entendre la conclusion. Mais moi, ce que j'ai relevé, c'est 2 points. Le premier, c'est la problématique de la taille de ce groupe qui est extrêmement petite pour une étude d'humaine. Je crois qu'ils ont moins de 20 personnes dans cet effectif-là, ce qui est relativement petit pour arriver à de telles conclusions. Et l'autre problème, qui me paraît encore plus marquant, c'est que finalement, il y a 54% d'effets placebo. Alors, on n'a pas véritablement de normes de placebo, mais on sait qu'en dessus de 20-25%, ça commence à être limite. Là, on est à 54%, donc ça pose plusieurs questions. Ça peut laisser supposer que dans cette étude, les patients ont été mal diagnostiqués. Parce que je peux vous garantir que lorsqu'on est en pleine crise d'arthrose, on sait dire ce qui nous soulage ou pas. Donc, ça pose quand même question. L'autre point, c'est que peut-être que la variabilité naturelle de la maladie arthrosique a été mal contrôlée. Je m'explique. On sait toutes et tous que l'arthrose, c'est une maladie qui évolue par phase de poussée entrecoupée de phases de rémission. Si on part du principe que finalement, on est tombé dans une phase de rémission du patient, on peut tout à fait imaginer que l'effet n'a pas été pertinemment évalué.
Et enfin, les méthodes d'évaluation de l'arthrose et ou le recrutement ont possiblement manqué de rigueur initiale, et c'est peut-être même toute la cohorte GATE qui a été affectée. Donc, voilà, ça pose question, et l'étude conclut justement d'ailleurs qu'il faut des études plus grandes, avec de plus grands effectifs, afin de creuser le sujet. Sauf que la conclusion n'est pas tout à fait la même. Dans la diapo précédente, on voit bien qu'il ne faut pas confondre creuser un sujet et enterrer un sujet. Alors, il y a un consortium européen qui a relu cette méta-analyse à 2 reprises. Il y a 2 études que je pourrais vous fournir si vous voulez. Et le consortium rend complètement caduques les conclusions de cette étude en précisant que 25 millions d'Américains se ruinent chaque année en ces produits-là. Donc, même en tenant compte d'un possible effet placebo, qu'on accepte, ce dernier ne peut raisonnablement pas concerner 25 millions de personnes. Donc, lorsqu'on a présenté la conf à Christelle, elle nous a rappelé effectivement l'AMM du Librela, et c'est assez amusant de constater qu'à l'intérieur de l'AMM du Librela, on voit que le placebo était à presque 37%. Donc, la question du placebo est un véritable sujet. Donc, je vous propose de continuer et de voir ce qui s'est passé en 2022 à l'échelle de la médecine vétérinaire cette fois. Et là, on aurait pu penser que c'était véritablement le coup de grâce. Autant on avait une méta-analyse en médecine humaine justement présentée, mais là, cette fois-ci, on a eu un semblant d'équivalent en médecine vétérinaire avec cette méta-analyse de l'équipe de Barbeau-Grégoire, qui est une équipe canadienne, et qui a fait cette méta-analyse sur 9 études. Et alors là, la conclusion, on prend encore moins de gants que précédemment. Je vous la lis. Les formulations de glucosamine, sulfate de chondroïtine sont inefficaces et ne devraient plus être recommandées pour la prise en charge thérapeutique de l'arthrose chez les animaux de compagnie. Bon, donc là, je pense qu'on est dans le cercueil de cet espoir thérapeutique. Et puis, ça m'a quand même relativement mis en colère et j'ai décidé de faire une lecture critique de cette étude-là que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, c'est des choses que je vais vous dire n'engagent que moi, mais vous allez voir que ce sont souvent des choses qui sont relativement consensuelles. Donc, je vous propose ce petit exercice d'esprit critique aujourd'hui. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage vivement à entreprendre le parcours d'esprit critique qui est proposé dans le projet Cogito, qu'on trouve sur Internet, qui est très intéressant et qui permet d'aiguiser un peu le regard que l'on porte sur ces données-là, notamment les données scientifiques. Alors, je vais passer en revue les différents points et vous allez voir comment on peut reviewer de manière un peu plus critique ces méta-analyses qui, si on s'en fie à l'EBM, sont le nec plus ultra de ce qu'on peut faire en termes de preuves scientifiques. Et bien, vous allez voir que parfois, il s'agit véritablement d'un colosse au pied d'argile. Alors, le premier point, et peut-être même le plus important, c'est celui-là, c'est que quand on regarde ces études, la quasi-totalité se base sur des suivis de cohortes qui s'arrêtent entre 60 et 90 jours. Ce sont des durées relativement usuelles. Mais voilà le problème. Quand on s'adresse à la maladie arthrosique, on s'adresse à une maladie chronique, d'évolution lente, parfois très lente, et qui évolue toujours par poussée entrecoupée de phases de rémission. Donc déjà, on l'a vu plus haut dans l'étude GATE, c'était déjà un problème de recrutement des patients. Mais si on augmente notre scope, on va se rendre compte que concernant les chondroprotecteurs, il leur faut déjà 3 mois d'incorporation progressive dans l'articulation afin d'en observer les effets. Donc, si on s'arrête à 90 jours, on est déjà hors clou. Et si on va même plus loin, on a des preuves en médecine humaine qui appuient l'utilisation d'une forme particulière de glucosamine, qui est le sulfate de glucosamine breveté rota, et dans le cadre de l'arthrose du genou chez l'humain. Et ces preuves-là, elles montrent que si on le prend au moins 6 mois, on obtient les bénéfices cliniques. Donc là, on n'est complètement plus dans des durées comparables. Il est évident que des études plus longues s'avéreraient trop onéreuses, et c'est pour ça qu'on n'en a pas beaucoup, et encore moins chez les animaux. Mais je pense que ça nous oblige à garder de la modération dans les conclusions que l'on tire de ces études cliniques. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'était celui-là. Alors, si on le lit tel quel, ça donne ça. Les études utilisées n'ayant pas fourni la dose du principe actif utilisé, en l'occurrence les glucosamines et le chondroïtine qui sont le sujet d'aujourd'hui, se sont vus attribuer un malus de -5, à savoir le malus le plus sévère, dans la grille d'évaluation de leur qualité. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend? Dans cette étude, ils ont essayé de donner une note de qualité aux 9 études qu'ils ont méta-analysées. Et pour ça, ils ont utilisé un système de bonus et de malus. Et lorsque l'étude ne fournissait pas directement la dose du principe actif utilisé, elle subissait un malus.
Et ça, c'est un vrai souci parce que, en fait, finalement, si les études utilisées ne mentionnent pas la dose, elles devraient être exclues de la méta-analyse, au risque d'être mises sur le même plan que des études qui utilisent une dose radicalement différente. On peut imaginer que la dose qui a été utilisée dans l'étude mystère était peut-être 10 fois moins élevée que l'étude qui, pour le coup, a communiqué ses posologies. Donc, si on compare des torchons et des serviettes, il n'est pas étonnant qu'on n'obtienne aucun effet significatif sur la maladie étudiée. Alors, là, je discrédite ces études, mais si ça se trouve, même si elles ne communiquaient pas leur posologie, elles avaient peut-être des posologies d'intérêt potentiel. C'est juste qu'elles n'ont pas été communiquées. Donc là, quand on se met à faire ça, à comparer des torchons et des serviettes, ben, ça nous augmente le risque de tomber dans un paradoxe statistique que j'ai découvert récemment, qui s'appelle le paradoxe de Simpson. Peut-être que vous le connaissez. C'est en fait lorsqu'un phénomène observé dans plusieurs groupes d'études s'inverse lorsque les groupes sont méta-analysés. Donc, si bien qu'on peut arriver à faire dire l'inverse de ce que l'étude disait au départ. Concernant la glucosamine et la chondroïtine, on sait que leur effet est en bonne partie dose dépendant. Donc, c'est un vrai sujet. On pourrait se dire comment on peut faire une étude clinique qui ne mentionne même pas la dose du principe actif utilisé. Ça, c'est possible quand on cherche à faire ce qu'on appelle des études de proof of concept. Les études de proof of concept, elles ont l'objectif de montrer que la synergie ou le complément alimentaire qu'on utilise et qu'on souhaite commercialiser présente véritablement un bénéfice clinique. Et donc là, pour protéger la recette, finalement, on ne l'annonce pas, on la masque, et on la révélera une fois que le complément alimentaire sera sorti. C'est une pratique courante parce que la composition est une donnée sensible. On ne peut pas véritablement breveter de la glucosamine, donc on cherche à protéger au maximum, le plus longtemps possible, la composition, le temps que l'étude sorte et valide l'effet clinique. Et après, le complément alimentaire sort et on est obligé, là, à ce moment-là, de donner la composition. Donc ça, c'est un non-sujet parce que très rapidement, on est capable de trouver les posologies. Soit on envoie un mail au directeur de l'étude, et ça m'est arrivé déjà de le faire et y répondre généralement très vite, soit on trouve le complément alimentaire en question en regardant dans les crédits de l'étude, et on voit très bien à quoi on a affaire. Cette étude méta-analysée, donc, elle repose aussi beaucoup sur des pet food pour comparer. Elle a comparé les chondros au pet food anti-arthrose. Et donc, forcément, le pet food, ça n'a rien à voir. Parce que pour le coup, le pet food obéit à un cahier des charges européen, donc on sait immédiatement dire quelle posologie ils utilisent, notamment sur les oméga-3. Donc, il y a beaucoup moins de sujets de mystère pour le pet food. Et un dernier point que je voulais vous préciser, c'est que cette question de la dose, elle est tout de suite mal partie avec les chondroprotecteurs parce qu'au début, on avait des données de non-toxicité concernant les doses et la toute première dose de non-toxicité, elle a été établie à 20 mg kg. Et on en a confondu finalement la dose d'efficacité alors que finalement, c'est le double. Et entre-temps, on a beaucoup bossé sur la dose de toxicité et on sait qu'on est entre 8 et 10 000 mg par kilo avant d'avoir des effets néfastes. Donc, au final, il y a quand même toujours eu un peu une confusion de savoir de quoi on parlait exactement, si bien que il y a quand même un flou dans la posologie efficace à chercher à inclure dans les études. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de chondros qui étaient sous-dosés et du coup qui n'arrivaient peut-être pas à déployer leur plein potentiel. Un autre point que je voulais présenter avec vous, et celui-là est un peu plus technique, c'est sur l'importance d'identifier la forme du chondroprotecteur utilisé. Ça, la méta-analyse, elle s'en est pas du tout préoccupée et je trouve que c'est très dommage parce que je vais juste vous rappeler quelques petits points, je n'ai pas envie de vous noyer, mais c'est quand même important. Concernant la glucosamine, tout d'abord, on sait qu'il existe plusieurs formes au travers desquelles on peut l'administrer par voie orale. La plus courante, c'est le sulfate de glucosamine. Pourquoi? Parce que l'adjonction de sulfate rend ce principe actif biocompatible, très efficace sur l'arthrose en médecine humaine, mais aussi en médecine vétérinaire. Ça pose quand même plusieurs problèmes de tolérance. Pourquoi? Parce que le sulfate de glucosamine est trouvé dans la carapace de certains crustacés. Donc fatalement, si on est allergique aux crustacés et ou aux poissons, on va avoir des problèmes de tolérance. L'autre chose, c'est que l'ajout de sulfate, et potentiellement 4 à 6 sulfates par molécule, ça fait un apport de soufre que certaines personnes qui peuvent présenter des SIBO soufrés peuvent très mal supporter. Et donc, la tolérance, même si elle est très rarement un sujet, sur le papier, elle peut effectivement poser des problèmes. Et donc, les fabricants se sont intéressés à des formes alternatives comme le chlorhydrate de glucosamine, qui lui est extrait du maïs, donc on court-circuite tout phénomène d'intolérance,
au niveau des crustacés. Cette forme-là, elle est un peu mieux absorbée, mais un peu moins efficace parce qu'elle est moins biocompatible. On oublie complètement le N-acétylglucosamine que j'ai eu la surprise de voir encore la semaine dernière dans certains compléments. Aucun effet. Donc, si on s'arrête là, on regarde sa boîte de Condro, on se dit, bon, c'est bon, moi, il y a du sulfate de glucosamine, tout va bien. Eh bien non, malheureusement, ce n'est pas si simple. Parce que le sulfate de glucosamine en lui-même, il est instable. Il est hygroscopiquement instable. Ça veut dire qu'il est capable de capter l'humidité de l'air. Donc, comment on fait pour le stabiliser? On le stabilise par l'ajout de sels minéraux à l'intérieur du réseau cristallin. Et on citera le chlorure de sodium ou le chlorure de potassium, voire parfois même, on voit encore du chlorure d'hydrogène qui n'est absolument pas une forme stabilisée. Et donc, avec tout ça, on a des preuves en médecine humaine, parce que c'est que la médecine humaine qui s'est occupée de ce genre de nuances, qui montrent que le sel de chlorure de sodium en forme brevetée, toujours la même forme, la forme Rota, est pharmaceutiquement stable et cliniquement efficace. Bon, là, autant vous dire qu'on est dans l'angle mort de la médecine vétérinaire. Si on ajoute à ça que dans le tube digestif humain, seulement 10 à 12% de la glucosamine ingérée est absorbée, ça fait quand même pas beaucoup. Sauf qu'avec cette forme particulièrement bien ficelée techniquement, la forme sulfate de glucosamine en sel de chlorure de sodium, on double, on monte à 25%. Et 25%, quand on le lit comme ça, on ne tilte pas, mais en fait, c'est quasiment pareil que les médicaments. Donc là, on n'a absolument pas à rougir en termes de biodisponibilité. Pour autant, le renseignement sur la forme utilisée n'est littéralement jamais renseigné. Donc là, je vous ai parlé des glucos, de la glucosamine, mais on peut parler aussi de la chondroïtine. Je ne le ferai pas là, mais juste pour vous donner le niveau de complexité. On peut aussi s'intéresser au poids moléculaire de la chondroïtine. Autant la glucosamine, ce n'est pas un sujet parce que c'est une toute petite molécule, c'est un sucrosamine comme la fructosamine. Autant la chondroïtine, c'est une macromolécule. Donc là, on peut se poser des questions de poids moléculaire. Là, pareil, c'est jamais renseigné. Le niveau de pureté, c'est-à-dire quels soins on a apporté à nettoyer la chondroïtine pour la débarrasser de tous ces composés indésirables. Là, pareil, une chondroïtine low cost n'aura pas fait tout ce travail de purification. Et pareil, on peut se questionner sur le degré de sulfatation, parce que ça, c'est pareil, ça conditionne énormément la tolérance et l'efficacité. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour vous alerter sur l'importance d'aller questionner la pertinence pharmacologique de la forme qui vous est présentée dans le complément alimentaire. Enfin, la méta-analyse, elle étudie l'effet clinique de plusieurs synergies de principes actifs. Et ça, en soi, déjà, ça pose des limites. Déjà, si on étudie une synergie, ça veut dire qu'on n'est pas capable de différencier l'effet de chaque molécule, de chaque principe actif. Et ça, c'est un vrai problème pour tirer des conclusions. On l'a vu à l'instant, si on a fait une boulette dans la formulation de notre complément alimentaire, ça compromet l'efficacité de toute la synergie. Et donc, c'est un effet cascade. Enfin, il est impossible de comparer des études utilisant les mêmes synergies, puisque chaque étude correspond à un laboratoire qui étudie une synergie différente. Donc là, pareil, on compare des torchons et des serviettes. Si on ajoute à ça le fait qu'on a vu tout à l'heure que les posologies individuelles ne sont pas toujours renseignées, au final, on retombe dans les problématiques d'interprétation des résultats précédemment présentés. Alors, ce point-là, il est important aussi. Ce n'est pas tellement une idée reçue qu'on essaye de déconstruire ici, c'est surtout un petit couac que j'ai vu dans cette méta-analyse et qui m'a interpellé. Ils ont utilisé cette étude-là qui a été menée par l'équipe de Caterino en 2021 et qui s'est intéressée à une synergie de glucochondro, comme toujours, avec du curcuma et de l'acide boswellique. L'équipe de Caterino, il faut savoir qu'elle n'est pas affiliée à un laboratoire, c'est une équipe indépendante qui travaille beaucoup sur la question de l'arthrose, donc a priori, je ne peux pas questionner leur intégrité. Et ils ont conclu, en toutes lettres, à une amélioration du contrôle sur la douleur arthrosique chez le chien au bout de 60 jours, donc là c'est pas mal, grâce à l'utilisation de la synergie de compléments alimentaires. Alors pourquoi 60 jours? Parce qu'ils ont mis des glucochondros qui eux agissent au long cours et ils ont mis des antalgiques naturels, si on peut dire, comme le boswellia et le curcuma. Donc effectivement, ils se sont dit, le boswellia et le curcuma apportent un effet entre guillemets antalgique et anti-inflammatoire, parce qu'attention, ce sont des allégations médicamenteuses, donc il faut être très prudent dans leur utilisation. Donc ils ont dit, chouette, 60 jours, on publie.
Et bizarrement, quand cette étude elle est passée au travers de la moulinette de la méta-analyse dont je vous parle depuis le début, et bien là, on tombe dans une non-efficacité. Donc là, j'imagine qu'ils ont joué avec leur système de bonus et de malus, mais on finit par faire dire l'inverse de ce que cette étude était en train d'expliquer. Cette étude, elle est bien ficelée. En plus, ils utilisent un tapis de force, ils regardent vraiment des paramètres biomécaniques précis. Je pense qu'on peut utiliser cette étude comme une étude de proof of concept qui est quand même valable. Et de lui faire dire l'inverse de ce qu'elle disait au début, ça pose de plus en plus de questions. Un autre point qui peut-être est arrivé à vos oreilles, c'est une saisine de l'ANSES en 2019 qui a alerté concernant l'usage de la glucosamine au long cours sur des populations à risque. Alors cette population, elle est relativement bien déterminée. Ils ont bien évidemment pensé aux diabétiques. Alors comment ils sont arrivés à penser aux diabétiques? Parce qu'en fait, il y a une étude qui est sortie et qui a montré que quand on faisait de grosses doses de glucosamine en IV, fatalement, on faisait bouger la glycémie. Bon, ça paraît logique, hein. La glucosamine, c'est une sucrosamine. Normalement, la liaison elle est très stable. Hein. C'est comme la fructosamine. Mais forcément, il y a toujours un peu d'hydrolyse qui survient et on peut avoir une libération de glucose quand on le fait en IV. Bon, ok, on accepte l'impact sur la courbe de glycémie. Mais en voie orale, ça, ce phénomène, il n'arrive pas. L'hydrolyse, elle se fait dans les intestins et le peu de sucre qui est perdu, le peu de glucose qui est perdu à cet endroit-là, n'a pas d'effet biologiquement détectable sur la glycémie. Donc finalement, on peut quand même se questionner sur la pertinence de cette préconisation. Et en 2025, on a eu l'équipe de Caterino qui a publié là-dessus, toujours la même équipe, hein, et qui a montré que finalement, ça n'avait absolument pas d'impact, voire même que ça avait un effet stabilisateur de la glycémie et que du coup, on était même sur un effet protecteur potentiel d'une prise au long cours. Donc là, pareil, on peut un peu se rassurer par rapport à cette saisine préliminaire de l'ANSES. Ensuite, ils ont alerté sur des personnes qui présentaient une allergie alimentaire. Bon, ça, on en a parlé. Il faut quand même savoir que l'allergie aux crustacés croise avec celle des insectes, donc il faut quand même être prudent dans les préconisations. Pareil pour les animaux, d'ailleurs, c'est le même système. Ils ont alerté aussi sur les personnes dont l'alimentation est contrôlée en sel, en potassium. Oui, parce que les sels de stabilisation, on l'a vu plus haut, ils ont une structure cristalline qui comporte du sodium, du potassium. Donc, fatalement, il faut faire attention à ça. Et bien évidemment, les femmes enceintes par principe de précaution. Donc, si on ajoute à ça la donnée qu'on a eue en médecine vétérinaire en 2024 par l'équipe de Wang, ils ont montré que supplémenter des chiens sportifs en glucosamine, ça permettait d'agir de façon bénéfique sur leur microbiote. Donc, pour le coup, ils ont montré qu'une famille de bactéries, enfin plutôt un genre, le genre Celimonas, était stabilisé, voire diminué lorsqu'on avait une prise de glucosamine. Alors, pourquoi c'est important? Parce que le genre Celimonas, c'est un genre qui a un rôle pathobionte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à des taux normaux de présence, il pose aucun problème. Il exerce ses fonctions et il ne fait pas de bruit. Mais lorsqu'il se met à pulluler, et c'est assez fréquemment observé chez les chiens sportifs en conditions de stress répétées, il devient pathobionte, c'est-à-dire qu'il exerce des effets négatifs. Et là, la glucosamine a en plus un effet sur le microbiote intestinal. Donc vraiment, on commence à accumuler des données qui nous font dire que c'est une famille qui n'a pas besoin d'être redoutée. Je boucle tout à l'heure avec ce que je vous disais sur sa dose de toxicité entre 8 et 10 000 mg par kilo. L'intervalle thérapeutique est extrêmement large, donc il est assez difficile de faire une boulette dans sa prescription. Je finirai avec cette diapo qui passe brièvement en revue les autres leviers de critique que j'ai pu soulever. Donc, le premier, c'est que la méta-analyse ne s'est pas penchée sur l'importance de différencier la localisation de l'arthrose et la race concernée. On est toutes et tous d'accord qu'une arthrose du grasset sur un Jack Russell sera beaucoup moins punitive qu'une arthrose du coude sur un mastiff. Et du coup, ça pose la question de se dire que le propriétaire va être quand même beaucoup plus à même d'identifier une boiterie de l'antérieur qu'une boiterie du postérieur, notamment du grasset. Et ce détail a son importance parce qu'il y a beaucoup d'études de la méta-analyse qui se basent sur des scores de douleur fournis par le propriétaire et utilisés en suivi. Donc, ça veut dire que non seulement on ne différencie pas la localisation de l'arthrose, on ne différencie pas non plus l'effet du gabarit de l'animal, mais on n'évalue pas non plus la pertinence de l'outil clinique qui a été utilisé pour statuer sur l'efficacité ou la non-efficacité. Et on sait toutes et tous en clinique que le regard du propriétaire peut être extrêmement peu fiable dans certains cas. L'étude n'a pas non plus rappelé l'importance d'adopter une approche multimodale de l'arthrose. Je vous confirme qu'administrer un chondroprotecteur sur un animal en surpoids morbide, qui plus est sur une période aussi courte que de 2 à 3 mois, c'est peine perdue.
La prise en charge de l'arthrose, elle impose de commencer les chondroprotecteurs et les oméga-3 dès le diagnostic, en parallèle de l'initiation de la perte de poids. Et cette information clé n'a absolument pas été relayée. Un troisième point, c'est que l'étude utilise le critère d'efficacité analgésique comme un critère de classification des nutraceutiques, c'est-à-dire des compléments alimentaires, en efficaces versus non efficaces. Mais on l'a vu, et vous allez très rapidement comprendre le problème, c'est que oui, la nutraceutique, elle a pour objectif d'améliorer la nutrition du cartilage afin de ralentir la dégradation et de maintenir son fonctionnement le plus longtemps possible. Mais il faut avoir passé le délai d'incorporation dans l'articulation pour que cet effet clinique, antalgique et anti-inflammatoire, entre guillemets, puisse s'observer. Et ça prend clairement plus de 3 mois. Donc, on ne peut pas demander à des glucochondros de faire ce qu'ils ne sont pas capables de faire dans le délai qu'on leur donne. Et enfin, la plupart des études citées présentent des conflits d'intérêts qui sont certes signalés de façon transparente avec certains pet fooders. Alors, je vous l'ai dit, l'étude, elle met en balance les chondroprotecteurs avec les aliments à ONP arthrose. Et ça pose vraiment un souci parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes réglementations et on se met à comparer des prises en charge qui, au lieu d'être à opposer l'une l'autre, sont véritablement complémentaires. Et si on ajoute à ça la problématique du conflit d'intérêt des études prouvant le bénéfice des aliments médicamenteux, qui en soi est inévitable, puisque le laboratoire finance l'étude qui crée l'aliment, ça soulève quand même des questions d'impartialité de cette étude. Voilà. Après, je n'ai pas la réponse. Je vous livre simplement les observations qui me sont venues à la lecture de cette étude et ces conclusions n'engagent que moi. Donc, on pourrait se dire qu'après tout ça, on a planté le clou et on a tapé à grands coups de marteau sur le destin des chondroprotecteurs et pourtant, on a un nouvel élan de recherche qui est arrivé et qui est relayé par cette méta-analyse de 2025, cette fois-ci en médecine humaine, et qui prend le contre-pied complet de l'étude GATE que je vous ai présentée en début de présentation, où là, on a 146 études cliniques qui ont été reviewées, consacrées exclusivement à la glucosamine et ou la chondroïtine, sachant que je vous le rappelle, il est quand même beaucoup plus intéressant de les donner ensemble parce qu'elles sont absorbées beaucoup mieux si elles sont données en synergie. Et je vous lis la conclusion de l'étude, c'est que les données suggèrent que la glucosamine et la chondroïtine sont généralement efficaces et bien tolérées, en particulier pour la prise en charge de l'arthrose et des douleurs articulaires. Donc là, on est sur 146 études, on n'est pas du tout sur la même dimension de méta-analyse, et la conclusion, elle est tout aussi claire. Il faut revenir sur ces croyances et essayer de réouvrir le champ de recherche sur cette famille thérapeutique-là. Ils ont quand même cette nuance de dire qu'il faut adopter des stratégies posologiques cohérentes et des profils de sécurité favorables dans les compléments alimentaires qu'on choisit. La nutraceutique est une science, on ne fait pas n'importe quoi, et effectivement, il faut avoir un regard critique sur le chondroprotecteur qui nous est proposé afin de le discerner dans la masse de concurrents qui existent actuellement sur le marché et de faire sortir les laboratoires les plus sérieux. Donc là, la dernière ligne, c'est que les diverses études justifient l'utilisation continue en pratique clinique des chondroprotecteurs. Donc là, on a quand même du mal à aller à l'encontre de cette conclusion-là, qui est quand même issue de 146 études avec un effectif qui n'a absolument rien à voir avec l'étude GATE. Donc, en termes de proportion, même si l'étude GATE a fait beaucoup plus de bruit, on a aujourd'hui des études qui viennent la contrer de manière particulièrement élégante d'un point de vue statistique. Et en médecine vétérinaire, qu'est-ce qui se passe? Je finirai là-dessus. On a une très jolie étude qui est sortie par l'équipe de CIFRE en 2022, qui étudie un modèle lapin pour des raisons évidentes d'éthique, vous allez le voir, et qui a été menée sur 84 jours. Alors, on pourrait se dire qu'on tombe encore dans le piège, mais vous allez voir que pas tellement. Ils ont analysé des articulations venant de 2 lots de lapins arthrosiques avec un modèle de laboratoire. C'est la particularité de l'équipe de CIFRE. Ils travaillent sur ce modèle extrêmement répétable d'arthrose induite. Et l'un des 2 lots a reçu des chondroprotecteurs. Alors, ils ont reçu des chondroprotecteurs de manière quotidienne et ils ont suivi les données de ces lapins sur 84 jours par imagerie IRM, par des observations macroscopiques, anatomopathologiques des cartilages après autopsie et des coupes histopathologiques obtenues sur ces mêmes cartilages.
Et vous pouvez me reprocher que là, on quitte un peu le champ des glucochondros, parce que c'est vrai que cette étude a incorporé des nouveaux chondroprotecteurs, qui sont l'acide hyaluronique et le collagène de type 2. Et effectivement, cette synergie a pu porter ses fruits beaucoup plus vite que 3 à 6 mois. Donc, venons-en au fait, je vais vous présenter les illustrations, et je pense qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Alors, cette étude était répartie en 2 groupes, je vous l'ai dit, des lapins traités, des lapins non traités, et on avait un groupe placebo, un groupe contrôle. Alors effectivement, on avait le groupe qui était traité avec les chondros classiques, glucochondros, plus de l'acide hyaluronique, et on avait même un sous-groupe qui recevait en plus du collagène de type 2 pour essayer d'en faire sortir les bénéfices, on va dire spécifiques, de ces nouvelles molécules-là. Alors, le collagène de type 2, il ne faut pas tous les confondre. Du collagène, on en voit partout, sauf que ce collagène de type 2-là, c'est un collagène breveté, un collagène de type 2 non dénaturé, qui rentre dans la composition de pas mal de compléments alimentaires en médecine vétérinaire, à la condition de respecter ce brevet-là. Donc, une fois qu'on a bien situé donc, ces 3 groupes, les 3 groupes de l'étude, on va regarder en haut à gauche la première illustration nécropsique sur des cartilages de grasset de lapin. Et on voit que plus on progresse du groupe contrôle vers le groupe de plus en plus supplémenté, plus on a réduit l'apparition de ces marqueurs macroscopiques d'arthrose que sont les ostéophytes, sur les petites flèches blanches que vous voyez sur les côtés de l'articulation, sur les flèches noires qui représentent les ulcères cartilagineux, et enfin sur la flèche rouge que l'on voit en haut à gauche, qui traduit l'éburnation du cartilage, c'est-à-dire lorsque le cartilage n'assume plus son rôle tampon, et que là on tombe directement sur des lésions presque de l'os sous-chondral. Donc on voit effectivement que plus on supplémente, et plus la synergie est complète, plus on ralentit la progression du phénomène arthrosique. On boucle avec l'observation du centre de la diapo, où là, on est effectivement sur des coupes histopathologiques, et on voit ici, avec cette coloration particulière du trichrome de Masson, apparaître de manière différenciée l'os sous-chondral, qui est en rouge bordeaux, et le cartilage, qui est en bleu. Et on voit effectivement les cellules productrices de cartilage, donc fibroblastes et chondrocytes, qui produisent leurs granules et qui les crachent en direction de la couche de cartilage. Ce qu'on voit dans un premier temps, c'est que la couche de cartilage est beaucoup plus préservée dans les groupes supplémentés que dans le groupe contrôle. Et on voit de manière un petit peu plus subtile que l'os sous-chondral a subi beaucoup moins de remaniement inflammatoire que finalement le groupe traité. Et ça, en fait, on le voit parce que vraiment cet os sous-chondral, il doit garder une structure trabéculaire très fine, et dans le groupe contrôle, elle est complètement perdue. L'os est très très appauvri en lien avec les microtraumatismes répétés liés à l'arthrose. Et le dernier élément que je vous ai extrait en termes d'illustration, c'est là aussi pour être très parlant, c'est en bas à droite. C'est une heatmap, donc ça veut dire carte de chaleur. En gros, ça reprend finalement la tendance des anomalies microscopiques entre le début et la fin de l'étude. Ce qu'on voit à gauche, c'est qu'on a un groupe contrôle où les anomalies microscopiques entre le début et la fin, fatalement, elles augmentent très fort. Et en fait, on se rend compte que la synergie complète, elle a quasiment annulé la courbe de progression de la maladie arthrosique. Donc, vous pourriez me dire, ah ben oui, mais dans le groupe du milieu, c'est un groupe où il est moins supplémenté, il n'y a que des chondros, et bien là, on n'a pas d'effet. Certes, mais on n'a pas d'effet parce que c'est une étude sur 80 jours. On retombe donc sur le biais de tout à l'heure de la durée d'étude. Alors que quand on rajoute les chondros de nouvelle génération, acide hyaluronique et collagène de type 2, on a carrément réussi à annuler la courbe naturelle de progression de l'arthrose. Les dernières illustrations que j'ai extraites de cette étude pour vous les montrer, là, ce sont des coupes histo qu'on a obtenues au niveau de la membrane synoviale, et on sait à quel point elle est importante dans le décours naturel de l'arthrose. Et là, on se rend compte que quand on supplémente les animaux, en fait, la membrane synoviale, elle ne montre quasiment plus son aspect hyperplasique classique lorsqu'elle est inflammée de manière chronique, et on retrouve quasiment une membrane synoviale normale. Ça veut dire que globalement, elle est quasiment plus exposée à des phénomènes inflammatoires chroniques. Donc ça, c'est assez marquant d'avoir ces images-là, et je pense que ça fixe bien les idées. Ils ont la chance d'avoir pu faire des IRM comparés. Et là, ils ont utilisé donc, ce qu'ils appellent, eux, des biomarqueurs IRM. Alors ça veut dire quoi? En gros, ils ont utilisé des signaux d'IRM. Alors moi, je ne suis pas très familier de l'IRM, donc j'explicite. En gros, ils ont pondéré les images obtenues
en signal T2. Et ce signal T2, il a la particularité de mettre en relief toutes les anomalies inflammatoires et ou traumatiques que peut subir une structure imagée, donc en l'occurrence l'articulation du bras C. Et là, on voit très très bien dans les boîtes à moustaches qu'il y a une différence significative entre le groupe traité versus le groupe contrôle. Donc ça, c'est effectivement marquant de voir qu'on a une progression naturelle de l'arthrose qui va être infléchie lorsqu'on utilise les compléments alimentaires. Alors, l'étude conclut en disant qu'ils observent une progression significativement plus lente de l'arthrose dans le lot supplémenté en chondro, a fortiori si on ajoute la nouvelle génération, à savoir les collagènes de type 2 non dénaturés, et ce, avec une étude contre groupe témoin. Donc là, on a une étude prospective, randomisée, en double aveugle, contre placebo. En termes de charge de preuve, on est quand même plutôt bien positionné, nous aussi, en médecine vétérinaire. Alors, je vous ai remis sur cette diapo qui est un peu lourde, mais on va essayer de la survoler très rapidement. Ce que j'en conclus de l'origine de toute cette chasse aux sorcières qui est menée contre les chondroprotecteurs. Il est évident que quand on compile les études, on voit bien qu'en médecine vétérinaire, on a toujours des études cliniques de qualité discutable. Enfin, toujours. Souvent. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les effectifs sont faibles. Il est très cher de faire des études longue durée. Chaque étude va étudier des variables particulières, va avoir un protocole particulier, et donc ça génère des biais méthodologiques énormes dès qu'on tente de les méta-analyser. Si on ajoute en plus la question des conflits d'intérêts, bon, on voit très rapidement qu'on peut mettre sous le feu des critiques nos études parce qu'effectivement, elles ne peuvent pas se comparer à la solidité des études de médecine humaine. En outre, lorsqu'il s'agit d'arthrose, l'effet clinique d'un complément alimentaire, c'est toujours un vrai sujet. L'arthrose, c'est une maladie qui est vécue de manière très individuelle. Certains vont faire beaucoup de phases de poussée, des rémissions très courtes, d'autres vont avoir des phases de rémission très longues. L'amélioration des symptômes, elle est souvent subjective en termes de douleur, en termes de fonction. Et il y a aussi de l'effet placebo, surtout quand c'est le propriétaire qui donne le traitement à son animal et que ce n'est pas du coup une interprétation directe, mais indirecte parce qu'elle passe à travers le filtre du propriétaire. Si on ajoute à ça le fait que les tests objectifs de l'arthrose à la maison demeurent limités, on peut avoir des scoring douleurs, c'est ce qu'on voit partout, c'est le moins cher, mais bon, ça repose sur les biais qu'on a vus tout à l'heure de fiabilité de l'œil du propriétaire, notamment quand il s'agit d'évaluer la boiterie. Si on a de la chance, on peut trouver des vétérinaires concernés, orthopédistes, et qui vont faire des évaluations orthopédiques, où là, on gagne un peu en solidité. On peut utiliser des tapis d'analyse locomotrice ou des tapis d'analyse posturale, mais là, c'est pareil, c'est pas toujours si simple d'utiliser ces dispositifs. Ils ont une courbe d'apprentissage qui est longue, ils ont aussi des biais intrinsèques. Et le top du top, c'est le suivi histopathologique et ou par IRM sur biopsie articulaire. On en a parlé plus tôt, mais on comprend bien que pour des raisons d'éthique, on ne peut pas avoir ces données-là chez le chien. On ne les aura que sur des modèles de laboratoire. Donc, c'est vrai que l'extrapolation d'une espèce à l'autre, elle est parfois à faire avec prudence. Donc, obtenir des preuves solides sur la réduction de la progression de l'arthrose, on voit bien que ce n'est pas chose aisée. En face, on va avoir nos grands classiques de l'arsenal allopathique, les AINS et les anticorps monoclonaux. Alors évidemment, l'effet est beaucoup plus net, beaucoup plus immédiat, et c'est toujours ce que le propriétaire recherche, que ce soit sur la douleur et ou sur l'inflammation. En face, nos chondroprotecteurs, évidemment, on ne peut pas comparer, ils paraissent moins convaincants parce qu'on ne peut pas en attendre les mêmes choses. Et en plus, aujourd'hui, on a des guides de bonnes pratiques qui sont disponibles partout, qui nous encouragent à privilégier les traitements basés sur des preuves robustes. Ça, c'est le fonctionnement de l'EBM qu'on a tous et toutes accepté, l'evidence-based medicine. Donc forcément, on peut se demander s'il reste véritablement un espoir pour cette famille-là. J'aimerais quand même moduler cette notion de guide de bonne pratique parce qu'il faut quand même rappeler le rôle de l'industrie pharmaceutique là-dedans. Ils ont toutes et tous un intérêt financier à promouvoir des traitements dont l'effet est immédiat et documenté. Là, on s'accorde tous pour dire ça. Nous, avec notre exigence de BM, on sait qu'on va être naturellement attiré vers des traitements avec un effet démontré. Donc, tous les traitements alternatifs ne recueillent pas de suffrage et sont plutôt laissés de côté. Et en plus, les chondros, ils sont souvent moins chers et vendus dans la rubrique complément alimentaire, donc ils sont clairement beaucoup moins rentables pour l'industrie. Donc, il ne faut pas rêver, aucune étude statistiquement incontestable ne sera jamais financée avec les gros moyens de l'industrie pharmaceutique. Donc, je redescends en bas. Hop,
j'en arrive à la fin de ma présentation. Je vous ai fait une petite diapo de synthèse sur quoi retenir. Alors, je pense que si vous avez une curiosité pour ces familles-là, je vous ai remis les posologies efficaces des différents principes actifs qui ont fait l'objet d'études intéressantes. Donc, les glucos, la chondroïtine, l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire, c'est très important de le préciser, le collagène de type 2 non dénaturé breveté, la membrane de coquille d'œuf, et je vous ai mis un petit focus sur le chat. Alors, le chat, on peut se cantonner à une administration 1 jour sur 2 pour plusieurs raisons. Déjà parce que la tolérance digestive du chat, elle est moins bonne, et on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop si c'est lié au microbiote intestinal un peu différent. On ne sait pas trop si c'est lié aux produits soufrés que le chat supporterait un peu moins. J'ai plutôt tendance à pencher pour cette hypothèse-là, dans la mesure où le fonctionnement des glucochondros repose sur une désulfatation de ces compléments après absorption. Ça passe par le foie. Le foie étant moins efficace chez le chat, on peut imaginer qu'il faut faire attention à l'administration de produits soufrés. Le métabolisme est plus lent dans ces familles-là de médicaments qui requièrent une désulfatation. Et en plus, ils ont une meilleure disponibilité intracellulaire. Donc, au final, on peut se cantonner à des doses plus faibles et ou à des fréquences diminuées. Donc, en conclusion, les chondros ne sont pas miraculeux, mais les animaux peuvent en tirer de réels bénéfices. Leur grand avantage, c'est que l'innocuité est clairement démontrée, à la différence des médicaments. Et il faut toujours se poser des questions sur la biodisponibilité et le niveau de pureté de la forme qu'on va vous proposer, ainsi que la posologie de la synergie que vous avez en face de vous. Et avec tout ça, vous pourrez prendre une décision éclairée et trier dans cet océan de propositions de chondroprotecteurs, toujours moins chers, toujours plus largement diffusés sur Internet. Voilà. J'en ai fini. Je reviens sur mon diapo de conclusion. Je vous remercie pour votre attention et je suis tout à fait disponible si vous reste des petites questions, des précisions, des points sur lesquels je n'ai pas été clair. Merci Romain. Alors, si vous voulez, pour le moment, il n'y a pas de questions sur le chat. Si vous voulez, n'hésitez pas. Moi, j'en ai quand même quelques-unes. Et pour info, Romain, il y avait Pierre May qui cherchait à se connecter. Je ne sais pas s'il a réussi finalement. Mais du coup, ça pourra valoir le coup en 2026 de refaire des webinars. Peut-être avec des crosstalks, tu vois, et on n'a pas parlé de toute l'arthrose et les chondroprotecteurs en général et du sujet de l'arthrose de manière encore plus globale. Donc, ça vaudra le coup. Du coup, moi, j'ai quand même 2-3 questions. Alors, sur la dégradation donc des macromolécules, donc tu as dit chondroïtine sulfate, c'est plus gros, ça s'absorbe dans le tube digestif, c'est les métabolites qui sont utilisés surtout. Comment tu légitimes le fait que ça soit quand même utile à l'articulation? Ouais, il y a aussi beaucoup eu cette légende qui a circulé comme quoi, de toute façon, quand c'était des macromolécules, de toute façon, ça passait pas et donc ça pouvait pas avoir d'effet. Ça, c'était à l'époque où on maîtrisait pas trop le microbiote intestinal et on ne savait pas trop décrire les mécanismes qui se passaient à cet étage-là. Si on reprend depuis le début, déjà, on évacue la question de la glucosamine, pardon. C'est un sucrosamine, donc lui, il est tout petit. Pour le coup, il n'a même pas besoin d'être hydrolysé. Il passe tout seul en empruntant les canaux glucose. Donc, ce n'est pas un sujet. C'est très facile de l'absorber. La vraie question, c'est sur les chondroïtines. Alors là, pour le coup, c'est vrai que c'est une macromolécule. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas elle en elle-même qui exerçait ses effets, c'était vraiment ses métabolites. Elle est partiellement dégradée, en particulier par le microbiote. Donc là encore, ça induit une variabilité. Si on n'a pas tous le même microbiote, est-ce qu'on va tous répondre de la même façon à cette molécule? Ça, ce n'est pas déterminé, mais en tout cas, c'est par là que ça passe. Il en sort des petites molécules de saccharides plus ou moins combinées. Et en fait, une fois qu'elles ont été hydrolysées, elles arrivent à passer par les mêmes transporteurs de sucre. Et pour les plus gros des sucres, ils passent par transcytose. Donc maintenant, on sait dire que ça passe. Et comment on a fait? Tout simplement, on les a marqués radioactivement chez le rat et chez le chien, et on les a suivis jusque dans les articulations où on voit que la sulfatation, ça fait comme une voie de guidage qui les amène très naturellement se projeter dans les articulations. Ils restent très, très peu dans la circulation générale et ils filent dans les articulations. Alors, pas que dans les articulations. Chez le rat, on a montré qu'il pouvait aller à d'autres endroits. Mais pour nous, dans notre sujet, c'est principalement articulation.
Donc, on a des biodisponibilités qui sont très satisfaisantes, entre 20 et 30%. Donc, je pense que maintenant, l'absorption, plus tellement un sujet, on maîtrise assez bien comment ça se passe au niveau digestif. Là où, par contre, on est en train de travailler, c'est sur l'effet du microbiote. Là, on se rend compte que dans l'avenir, on ne pourra plus médicaliser les gens sans tenir compte des particularités de leur microbiote. Voilà. Je vais laisser la parole à Marc et ensuite on a une question de Céline et on abordera du coup le collagène de type 2. Marc, Roland, est-ce que tu veux t'exprimer? J'essaie de voir Oui, la question. j'ai vu passer Euh, une étude, je ne sais plus exactement laquelle, sur un médicament contre-protecteur en injection. J'ai vu passer ça il y a 1 mois ou 2 mois. Ça vous dit quelque chose ou pas? C'était une fois par Alors, semaine pendant 1 mois, une fois par semaine? il me semble. Enfin, c'est des données que j'ai en souvenir. J'ai pas l'étude sous les yeux, donc je sais plus. Alors, est-ce que c'était pas la synovétine? Si c'était la, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais effectivement, il y a eu des actualités sur la synovétine. C'est alors, c'est pas un médicament de mémoire. C'est un principe actif qui a été développé aux États-Unis, qui se fait effectivement sous forme injectable. Et là, j'attends encore les études, je ne les ai pas lues moi-même, mais on est globalement sur de l'immunomodulation. En gros, si je ne vous dis pas de bêtises et si on parle bien de la même chose, ça va travailler sur le phénomène de tolérance immunitaire. En gros, on va injecter une molécule qui va moduler la voie des lymphocytes Treg et qui va entraîner un apaisement des voies inflammatoires qui sont activées dans l'organisme du patient. Et en fait, on va travailler sur principalement l'immunomodulation. Et ça, c'est la même chose que fait le collagène de type 2 non dénaturé, l'acide hyaluronique, la membrane de coquille d'œuf et dans une moindre mesure les glucochondros. Il travaille sur le phénomène de tolérance orale, de tolérance immunitaire via la voie Treg. Donc en fait, qu'on l'aborde par la voie de l'injection ou par la voie des chondros, on obtient à peu près la même chose. Mais voilà, sous réserve, on parle bien de la même chose. Voilà. Merci. Merci Romain. Et alors, la question de Céline, c'était est-ce que, alors déjà, collagène de type 2, où est-ce qu'on en trouve? Ça, c'est un peu ma question. Est-ce que ça se dégrade? Est-ce que, pareil, dans le tube digestif? Et du coup, pourquoi le type 2 et pas un autre type? Et du coup, Céline, elle demande si on met du collagène naturel, c'est-à-dire des petits os crus, charnus, ou même, tu sais, tu fais bouillir du poulet et tu récoltes les bouillons et les cartilages et tu retires les os. Enfin, est-ce que ça revient au même, tu vois? Alors, déjà, pour répondre au bouillon d'os. Alors moi, le bouillon d'os, c'est un truc que j'aime beaucoup parce qu'effectivement, c'est une source naturelle de collagène non transformé. Dans le collagène, il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs types de collagène. Le 1, le 2, le 3, le 4, je crois qu'il y a le 5 même. Enfin, bref, il y a beaucoup de… Il y en a 25. Il y en a au Ouais, moins voilà. 25. Voilà, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de sous-types différents de collagène et au final, l'apport d'une grande quantité de collagène, ça va avoir un effet effectivement nutritif. Ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Le collagène, il est en partie hydrolysé au niveau intestinal, mais là, pareil, il a des voies de transformation qui font qu'on le suit jusque dans les articulations. Mais ce qui est le plus intéressant avec le collagène de type 2 non dénaturé, c'est qu'au-delà de cet effet de facteur nutritif, il a montré, j'en parlais juste à l'instant, un phénomène assez incroyable, c'est ce phénomène de tolérance orale qu'on peut reproduire par la voie cutanée, mais le collagène de type 2 ne marche pas de la même façon. Lui, il va moduler la réponse immunitaire qui est véhiculée par les interactions du collagène avec le microbiote, il va la transporter à l'intérieur de l'organisme sur toute la chaîne des lymphocytes Treg, qui sont une des rares voies de contrôle, de rétrocontrôle des phénomènes inflammatoires chroniques. Et en fait, cette voie Treg apaisée, elle va aller renseigner, signaler sur les inflammations articulaires et elle va les encourager à diminuer. Donc, on a découvert très récemment les interactions entre le collagène et le microbiote et ça n'a été validé pour l'instant scientifiquement que sur le collagène de type 2 non dénaturé. Les autres collagènes ne peuvent pas prétendre à avoir cet effet sur la tolérance orale parce que ils n'ont pas fait cette étude de radiomarquage pour aller prouver que le collagène avait effectivement cet effet-là et ils n'ont pas étudié les cascades immunitaires
Treg pour aller prouver qu'on avait une diminution des cytokines pro-inflammatoires. Donc, on se cantonne sur les autres types de collagène à leur effet de facteur nutritif. On ne peut pas leur donner, pour l'instant en tout cas, cet effet de tolérance orale. Il existe certainement, mais on ne peut pas les commercialiser avec cette mention-là. Alors, pour le bouillon d'os, pour l'avoir fait, c'est extrêmement long à faire. J'ai peut-être manqué un peu de patience, mais c'est quand même relativement long. Il faut laisser mijoter des eaux charnues avec une certaine préparation de vinaigre pour faire sortir en fait le collagène de l'os. Ensuite, il faut le passer au tamis pour récupérer que le bouillon, le congeler. C'est assez fastidieux. On peut tout à fait l'acheter. Bon, je ne pense pas faire de pub pour eux en particulier, mais il y a un labo qui le fait bien, qui est Jarmino. Il le donne en poudre. Bon, il est un peu plus salé, mais c'est tout à fait un bon compromis pour donner du bouillon d'os si on veut enrichir l'alimentation en collagène. Mais je pense que ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que le collagène seul va être un peu en difficulté pour reproduire l'effet de la synergie avec tous les compléments alimentaires qui existent aujourd'hui. C'est un plus, mais je ne le mettrai pas seul. Voilà. Et attention, quand tu prends de l'os, c'est pas, enfin, mon vieux souvenir de mon master de biologie et des os et des articulations, c'est pas le même collagène dans l'os lui-même que au niveau du cartilage. Donc, Il faut des et pareil cartilages. pour le cœur. Hein, donc, Ouais. ouais, Les, faut les faire 25, attention. les 25 types de collagène se ventilent sur toutes les zones du corps où on a besoin de Ouais, collagène. Le collagène de peau n'aura rien à voir, le collagène ouais. de la sclère, le collagène du muscle cardiaque. Enfin, voilà, c'est bien pour ça Mm. que quand on utilise le collagène du cartilage bovin, on cherche à avoir un effet nutritif par proximité on va dire, moléculaire avec le cartilage de l'animal ou de la personne qui est traitée. Alors, c'est un peu ce qu'on appelle de l'organothérapie, c'est-à-dire d'utiliser tout ou partie de l'organe chez l'animal pour en récupérer des principes actifs qui vont venir avoir un effet nutritif sur la personne ou l'hôte qui consomme ces compléments-là. Alors ça, c'est un concept qui est très débattu. Là, ce matin encore, il y avait la newsletter de Charlotte Deveau qui battait en brèche ce système d'organothérapie. Moi, je pense qu'on ne peut pas tourner le dos aux preuves du collagène de type 2 non dénaturé et ça ouvre la voie à des réflexions sur cette technique-là. On a bientôt, merci Eric pour ton pouce levé, on a bientôt fini. Juste, Romain, pendant que je conclue, est-ce que tu peux remettre la dernière diapo de manière à ce que ceux qui veulent prennent en photo les doses nécessaires de collagène de type 2, etc. Moi, j'ai quand même évidemment une grosse reco, c'est passer du temps à regarder dans votre clinique les aliments complémentaires que vous avez, les pet food destinés aux articulations et regardez si vous retrouvez ces doses-là. Personnellement, j'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé de produits qui satisfassent à ça. Et je vous parle pas de quand on met du DHA ou du PEA et qu'on dit qu'il y en a dedans à des doses en fait en vrai infinitésimales compte tenu des besoins de l'animal. Et comme le disait Romain avant qu'on commence le webinaire, ils sont nécessairement cuits dans les comprimés. Donc nécessairement, ils ont plus d'utilité en tant que DHA ou EPA. En tout cas, Et puis, comment tu dis? En tout cas? ils sont très dégradés. Ouais. Et puis, alors pour ceux qui utilisent aussi des médicaments, enfin la présentation de Romain est quand même le double avantage de parler des chondroprotecteurs, mais aussi d'avoir une attitude critique sur les études scientifiques qu'on peut vous apporter. Donc, en vrai, croyez dans ce que vous voyez et dans les vraies efficacités que vous voyez et méfiez-vous des effets secondaires de certains produits, même si ce sont des médicaments. Dites-vous qu'ils ont obtenu une AMM sur la base de quelques arguments qui tiennent pas forcément la route compte tenu des effets secondaires qu'ils impliquent derrière. Donc,
voilà, il ne s'agit pas de casser du sucre, mais enfin voilà, faites attention à tout ça. On n'a pas la science infuse, on n'a pas, on détient pas la vérité, mais il faut être vraiment prudent. Et faites attention aussi aux plantes. Le Boswellia, d'après le bouquin de Pierre May, c'est une ressource rare. À partir du moment où il y a du Boswellia dedans, dans un produit, dites-vous que c'est pas bon pour l'éco-responsabilité. Donc voilà, question plante, il faut aussi faire attention à ce qu'on prend. On croit que c'est top, on prend des produits naturels, et pour autant, on fait du mal à la planète. Donc voilà, soyons prudents. Voilà, désolé, on vous apporte peut-être plus de confusion que de certitude, mais c'est pour ça aussi que ça sert ces présentations, c'est pour un peu remettre à plat les données. Et on est vraiment très appétant aussi de vos retours et de vos avis. Et c'est ensemble qu'on va construire peut-être des meilleures pratiques, en fait. Voilà. Voilà. Et on refera sans doute un webinar avec Pierre à nouveau. On verra comment on l'oriente, un ou plusieurs, j'en sais rien. Parce que vraiment, c'est un gros sujet, l'arthrose. Et au global, d'ailleurs, hein, le vieux chat, le vieux chien, moi, je suis confrontée à des animaux qu'on prend trop tard en naturopathie ou en médecine, en santé intégrative, on va dire, et alors qu'il aurait fallu agir bien avant, en complément des traitements qui sont faits par ailleurs. Je regarde encore un coup s'il y a des questions. Le mot de la fin, Romain? Je vous remercie pour votre attention. Je viens de recevoir des messages que certaines personnes voulaient assister au live et ils n'ont pas réussi. Je ne sais pas s'il y aura un replay, Christelle. Ouais, alors je vais le faire le plus rapidement possible. Regarder l'enregistrement, te demander si tu veux couper des passages ou pas, Ouais, et le mettre sur la chaîne YouTube Holibox. voilà. Holibox, hein, vous allez la chercher. Elle est toute nouvelle et toute récente. Elle est faite pour plugger enfin transporter tous les webinars Holibox dans un seul endroit. Et voilà, Super. donc il y aura des bons webinars, des mauvais webinars. Celui-là, il fait partie des excellents et c'est top. Bon. Le mot de la fin, il est très simple. Je voulais quand même que vous gardiez une phrase en tête de mémoire sur gluco et chondro. Déjà, il faut toujours les donner ensemble. Ça, c'est très important quand on vous les présente séparés ou avec une grosse différence de dose entre les deux. Ça montre bien qu'ils n'ont pas travaillé très bien leur posologie. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que la glucosamine va agir en amont, c'est-à-dire elle va stimuler les capacités de synthèse naturelle des cellules fibroblastiques et chondrocytaires. Et la chondroïtine, elle va agir en aval. Elle va agir plutôt sur l'effet anti-inflammatoire, si on peut dire, encore une fois avec des gros guillemets. Donc, les deux sont complémentaires, les deux ne s'adressent pas aux mêmes étages de la maladie arthrosique. Et un chondroprotecteur doit toujours comporter ce socle-là qui mettra entre 3 et 6 mois à atteindre son plein effet clinique. Donc, n'attendez pas de ces chondros des choses qui ne sont pas en capacité de vous apporter, mais permettez-leur de pouvoir s'exprimer dans les meilleures conditions en les prescrivant au bon moment, suffisamment tôt, et en prévenant les propriétaires de ce qu'on en attend et de ce qui n'est pas raisonnable d'en attendre. Voilà. Bien, il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous. On reste disponible si vous avez d'autres questions plus tard et pour rentrer en contact, tout ça, tout ça. On vous souhaite une super après-midi et puis au plaisir de vous voir au prochain webinar. J'ai pas noté la date, je crois que c'est dans pas longtemps, début de semaine prochaine. Fin de semaine prochaine peut-être. Je vous redirai ça par mail. Bonne journée, bon après-midi, à bientôt. Après-midi, au revoir. Au revoir.